En fait, en faisant les invitations autour de représentations que je considérais extrêmes de la violence sexuelle, de la violence du sexe dans la littérature québécoise contemporaine. Donc, j'ai avec moi Rosalie Lavoie, Véronique Marcotte, Jean-Simon Desrochers et Audrey Willemny, que vous connaissez, dans l'ordre où je n'ai pas inversé personne, non. Donc, dans l'ordre où Donc, dans l'ordre où je les ai nommés. Donc, ce que je propose de faire, je vais d'abord faire une brève présentation des textes de chacun d'entre vous en dirigeant une question un par un. Je pense que je vais y aller dans l'ordre. Je vais commencer par Rosalie. Donc, j'ai choisi un extrait parlant, dans tous les cas, que je vais me faire le plaisir de lire. Vous sursautez par à-coups. Dans ces moments, la respiration s'arrête, bousculée par les mouvements brusques du corps, puis vous redevenez calme, attentif. Pour la première fois, vous ne savez pas ce qu'il convient de faire, vous ouvrez les yeux, regardez ce qui a été fait et retournez à l'écriture. Tu étais quelqu'un qui appelle le meurtre. Il y a des gens comme ça, et par moi, la mort a trouvé sa voie. Partout, tout le temps, les têtes se détournaient pour éviter de te regarder, comme si tu étais déjà morte. On avait honte pour toi, de toi. Honte de ce petit corps noueux et chétif, honte de cette gueule de martyr, de cette peau trop blanche surtout. On ne voulait pas croiser ses yeux qui plongeaient dans le malaise, noir profond, interminable, ton regard excavé. Tu étais faite pour être tuée, par moi, par d'autres, par tous. C'est comme ça, il y a des femmes qui appellent le meurtre, on n'y peut rien. Donc, c'est un extrait de Le sang du cerf, que tu as publié en quelle année, excuse-moi? Ça fait... 2012. Ouais. Rapproche le micro. Donc, texte très, très dense et assez terrible à bien des égards qui raconte l'impossibilité de raconter à bien des égards d'un homme qui a tué une femme et qui écrit à côté d'elle. Donc, la femme a un nom, lui en a pas. Oui. Ouais. Et donc, comme c'est un professeur d'université qui a tué une violoncelliste, il y a une tradition de romans à clé dans le milieu montréalais, donc je ne te demanderai pas lequel de mes collègues est représenté là-dedans. Ça nous exposerait à la libelle, en fait. On aurait... à l'UQAM, hein? c'est ça. Donc, on est dans ce texte-là vraiment d'abord un texte qui est écrit au « vous », quand il réfléchit sur lui-même, au « je » quand il est en lui, au « tu » quand il parle à Anna. Et le vous, c'est une autre instance. C'est pas lui. Oui. Parle-nous peut-être un peu de ce système-là. En fait, je pense que c'était ton mémoire d'ailleurs de création. Donc, ça venait accompagné d'une réflexion. Donc, un peu de comment transite et comment fonctionne cette mécanique assez retorse et terrible dans le roman. Mais en fait, étrangement, quand Antonio, je ne sais pas s'il est là, a fait sa présentation, il parlait de la logique de mettre en spectacle, en fait, la violence. C'est vraiment ce que j'ai tenté de faire par ces deux instances, c'est-à-dire qu'on a une entrée sur la mise en scène de l'écriture. Oui. Et c'est comme ça que je l'ai pensé. Et ce « vous » là, en fait, celui qui dit « vous », qui parle à l'écrivain, on peut le voir comme étant, d'une part, peut-être la société tout entière qui veut la mort d'Anna de manière inconsciente, parce qu'elle est exclue de la société dans laquelle elle ne s'inscrit pas, en fait. Et le narrateur devient un peu le médiateur, si vous voulez, de cette société-là, tout en étant aussi prédateur et, dans ses propres schèmes de fascination par rapport à la violence aussi. Donc, c'est ça. Il parle à Anna, quand il fait sa confession, il parle à Anna, tout en lui refusant le droit de parole, à elle. Donc, c'est là vraiment où se joue la violence, c'est-à-dire que non seulement il la tue, mais il lui refuse la parole, il la muselle, et par ailleurs, il la réécrit en ses propres termes. Ce qui fait qu'on n'aura jamais accès à Anna. On ne peut pas savoir qui elle était, et peut-être que c'est juste une vision, un peu délirante du narrateur par rapport à Anna. Je veux dire, il n'y a aucun moyen de savoir qui était cette femme, et on n'a absolument pas accès à qui elle était. Voilà. Il l'a réduit au silence. Oui, mais c'est ce qui est particulièrement frappant, en fait. C'est-à-dire, on parlait de représentation extrême versus Élysion tout à l'heure, mais il y a un côté, c'est-à-dire dans Le sang du cerf, ça commence, Anna est déjà morte. Donc, on n'a pas le crime
de Visou seulement en souvenir. Et d'une certaine façon, c'est-à-dire, il l'a tué, il l'a possédé, mais il ne l'a pas connu. Donc, il y a le moment même dans le geste même, et moi, je ne sais pas, c'est ce qui m'a frappé particulièrement, mais on dit bien, il la raconte selon son propre régime, selon son propre désir, mais en fait, il n'est rien capable de nous dire d'elle. Donc, elle finit par s'imposer comme une espèce de mystère opaque. Puis tu parlais de cette espèce de... Moi, ce qui m'a fasciné, c'est-à-dire le côté, justement, pourquoi elle est un paria, pourquoi elle est rejetée, pourquoi lui-même la déteste, mais semble relayer une opinion partagée par tous, on ne le comprendra jamais. Non, pas vraiment. Moi, bon, après, il y a, comment dire, il y a une proposition quand même philosophique dans le roman que je n'ai pas voulu marteler, là, mais qui est présente. Anna rappelle la mort. Elle rappelle aussi, quand tu es un exclu, quand tu es un inclus, elle rappelle aussi les limites entre l'exclusion et l'inclusion, etc. La place de pouvoir, le statut de pouvoir par rapport à ceux qui n'en ont pas, et vient remettre en question donc ceux qui l'ont, etc., etc., etc. Le narrateur étant un être assez médiocre, en fait, même très médiocre, est incapable de se remettre en question. Et par ailleurs, il ne possédera pas Anna. Vous avez dit, il possède Anna, mais en fait, il ne la possède jamais. Le seul moyen pour lui de finalement la posséder de manière symbolique, c'est de la tuer et de parler à sa place, en fait, de la réécrire, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, oui, c'est... Mais donc, on va tourner autour de cette impossibilité-là jusqu'à la fin. En fait, je ne sais pas si vous avez senti ça, mais il y a comme... dans la mesure où elle reste absolument insaisissable, il y a quelque chose qui, chez elle, entre les lignes du livre, transparaît, j'ai le sentiment, en tout cas, qu'il y a une certaine force chez elle qui est absolument éblouissante, qu'on ne pouvait pas deviner au départ. Et je crois que ça a à voir avec la liberté qu'elle possède. Et que peut-être on lui envie une forme de liberté intérieure, bien sûr, parce qu'elle est prise au piège comme tout le monde, là. Mais donc, il y a ce paradoxe-là, ou enfin cette dualité, cette dialectique entre les deux. Oui, puis finalement, c'est vraiment sa médiocrité à lui qui est mise à nu au final. Dans le texte qu'on lit, donc il y a mise en scène de l'écriture. Il écrit à côté d'Anna le roman. Puis à la fin, on sent toute l'espèce de mauvaise foi. C'est-à-dire, je n'ai pas écrit un grand livre, mais peut-être qu'elle ne le méritait pas. Et donc, je persiste et signe, j'ai un livre qui ne sera pas très bien reçu. Et là c'est le vous qui parle à la fin, mais c'est quand même... On se fait à croire qu'on a bel et bien réussi à l'effacer. Mais en fait, l'escamotement n'est pas réussi. Parce que le mystère qui persiste dans ce texte-là, et qui reste intéressant, c'est celui d'Anna. Tout à fait. Mais il est constamment, tout au long du livre, en train de justifier toujours ses actes et le fait qu'ils sont en train d'écrire sur elle, à côté d'elle. Le corps d'Anna qui est un peu comme, comment dire, un télescopage, le corps mort d'Anna, qui est un peu le télescopage de tous les corps d'Anna qu'on voit dans le roman. Et sa propre fascination, et comment dire, le corps fantasmé pour lui d'Anna aussi. Enfin bref, donc... Oui, voilà. Merci. On va continuer le tour. Je vais garder mes questions pour tout le monde. On va s'attarder au cas de Aime-moi de Véronique Marcotte. Je lis un extrait. Je vivais en général au sous-sol de la maison de campagne, là où se déroulaient aussi les rituels, lesquels consistaient à m'installer sur une table haute, poignets et chevilles liés, et à me violer soit en groupe, soit individuellement. Ils étaient parfois 3, parfois 10. Toujours, c'était douloureux, et il y avait une partie de moi, de mon enfance, qui ne comprenait pas, mais qui ne savait pas faire autrement que d'accepter. Accepter qu'on insère en moi des objets, des corps, des mains, des doigts. Accepter qu'on y aille doucement ou violemment. Accepter que c'était la seule façon d'obtenir de l'attention était celle-là. Et ce qui fait le plus mal aujourd'hui, c'est de savoir que ces moments-là étaient une abomination et que ceux et celles que je nommais ma famille, mais également toutes les personnes haut placées qui donnaient de l'argent à la secte en échange de mon corps, risquaient de payer très cher ce qu'ils faisaient s'ils étaient pris. Donc, c'est la voix de Maël qui s'exprime ici, qui est un des 2 jeux et demi ou des 3 jeux dans ton livre, donc qui fonctionne vraiment sur le mode, et ça j'ai hâte de t'entendre là-dessus, donc qui fonctionne sur le mode d'un triple rapport, en fait, donc de Judith, dont on ne sait pas trop ce qu'elle fait dans la vie, mais qui hérite à un moment d'une jeune femme de
19 ans. Là, j'ai l'impression, à chaque fois que je parle, je risque épouvantable on va être obligé de livre-là. brûler des punchs Ouais. d'une façon ou Ouais, d'une ouais, autre. c'est correct. Donc, Judith qui hérite de cette jeune femme, Maëlle, qui a un passé hyper traumatique comme ça. Donc, je lisais un extrait auprès de sa famille qui était apparemment, qu'il appelait l'enfant du diable, qui était apparemment une secte satanique. Et là, je vends une partie de punch que c'est pas vrai. Je suis désolé, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, mais parler chaque de fois ça. que j'en parle, j'en arrive toujours à Oui, faire mais la même je pense chose. d'une certaine façon. Donc, il y a ce relais-là. Donc, on a le jeune Maël qui raconte ses souvenirs et qui va les laisser vraiment se désagréger. Plus on avance dans le texte, on a le jeu de Judith qui relaye son rapport, qui relate sa relation avec cette jeune femme-là, qu'elle va pratiquement vouloir adopter à un moment ou prendre sous tutelle. Et toi, tu racontes toi-même dans le paratexte du roman comment cette histoire-là t'a été livrée. Donc, moi, c'est un récit. Et il y a quelque chose d'assez fascinant dans le pacte par rapport à ça, c'est-à-dire tu prends le temps de faire un préambule quand même assez long, t'expliques d'une certaine façon comment tu veux te protéger d'une certaine façon, c'est-à-dire comment les gens souvent t'offrent des récits, comment normalement tu ne le ferais pas et que là tu le fais exceptionnellement à bien des égards. Et je pense que ça nous quitte jamais. Et moi, ce qui m'a beaucoup fasciné dans ce livre-là, c'est cette espèce de dédoublement. Le jeu de Judith, on dirait, est toujours un peu le jeu de Véronique aussi. C'est un jeu qui n'est pas assumé, en fait, et puis qui ne le sera probablement jamais. C'est probablement aussi la raison pour laquelle j'ai eu tant de difficultés à porter ce livre-là pendant 1 an. On sait ce que c'est, la promotion et tout. Parce que, tu l'as dit, Samuel, des histoires comme celle-là, étant donné que j'explore la maladie mentale à travers la fiction depuis maintenant 15 ans, j'en reçois énormément. Et je vais à la rencontre aussi de ces gens de qui je parle, parce que j'ai pas envie non plus là, de m'exposer à une fiction qui viendrait uniquement de moi. Puis de toute façon, j'ai pas tout ce qu'il faut en tant qu'écrivain non plus pour le faire. Bon, cela dit, ce jeu-là qui n'est pas assumé est en train tout le temps de se justifier, tantôt par le biais de moi, qui est l'écrivain, ou de Judith, qui est la mère, ou en guillemets, la mère de Maëlle. Là, j'ai été invitée à raconter un parcours qui, à mon avis, était inexplicable, c'est-à-dire l'histoire d'une jeune femme qui ment tout le long, qui s'invente. Bon, on pourrait parler en termes techniques, là, ça s'appelle de la mythomanie, mais c'est une mythomanie qui est excessivement grave. J'avais jamais vu une histoire comme celle-là. C'est probablement parce que j'ai été sidérée par le sujet que j'ai accepté de le faire. Ouais. Maintenant, j'ai appris que jouer à explorer la maladie mentale, c'était pas aussi simple. Je me cachais tout le temps derrière la fiction. Là, j'ai pas pu le faire. Donc, ces 3 jeux-là, ça a été ma façon à moi, d'aller au bout, en quelque sorte, de cette histoire-là. Puis c'est drôle parce que suite à votre invitation, j'ai repensé un peu à l'histoire de moi, parce qu'elle a été publiée en 2011. Puis ma mémoire sélective a littéralement oublié des bouts. Parce que je suis moi-même plongée dans... Puis c'est cliché, mais c'est tellement juste ça. Je suis plongée dans un cauchemar en écrivant ça, et puis jamais je vais faire ça. Et je la cherche encore, cette personnage-là. Donc, j'ai confirmé mon rôle d'écrivain à travers la fiction, à partir du moment où j'ai mis le point final à ça. Et c'est drôle que tu me parles de ça parce que je me suis cachée derrière 3 jeux que j'ai effleurés, parce que c'est une plaquette, là. J'avais tellement de choses à dire, puis j'ai pas été capable de le faire. Cela dit, je suis très fière de ce livre-là, puis je suis très contente, puis il est amené à aller encore plus loin dans les prochaines années, mais c'est la dernière fois que je fais ça quand même. Il y a quelque chose qui se produit dans le texte par rapport à ça. Moi, je me rappelle d'avoir lu la critique de Daniel Lorrain à l'époque dans Le Devoir, qui achetait pas la révélation. Et moi, je n'étais pas du tout d'accord avec elle, parce que pour moi, cette espèce de révélation-là, d'abord, il y a plusieurs choses. Il y a l'idée qu'elle soit mythomane, donc cette histoire de secte n'existe pas. Il y a l'idée aussi, il y a l'extrême plasticité de son corps, qui était possible de faire seulement à l'écrit. C'est-à-dire, Maëlle, il y a un moment, elle se présente comme une jeune femme de 19 ans. Il y a un moment où on se rend compte, où on croit se rendre compte qu'elle est plus jeune que ça. Et au final, on apprend qu'elle est beaucoup plus vieille, en fait. Et que la narratrice, que Judith, qui s'en occupe, qui devient très, très maternelle par rapport à elle, en fait, a 1 an de plus ou un an de moins. Elles ont pratiquement le même âge, mais elle est à ce point
émacié, habité par ces histoires qu'on n'est pas capable de s'en rendre compte dans le texte. Et ça, c'est assez fascinant. Et pour moi, la révélation, en fait, était pas choquante dans la mesure où j'ai jamais pensé que c'était vrai tant que ça. C'est-à-dire, il y a quelque chose de tellement gothique, années 80, dans le truc de la secte, j'ai le signe du diable tatoué sur la cuisse, tu dis, je suis pas sûr de cette affaire. C'est ça. Mais tu parlais de plasticité du corps, puis c'est tous les sens du personnage du personnage de Maëlle, parce que sans le corps malléable qu'elle avait, c'est-à-dire un corps très mince, pas très grand, les petits cheveux courts, un visage d'enfant, elle n'aurait jamais pu... Il aurait fallu qu'elle ait voir dans un autre chemin que celui de la mythomanie. Je sais qu'on n'en arrive pas à une décision par rapport à la maladie mentale qu'on a, là, mais elle a pris ça elle a pris son corps comme une scène, carrément, ou comme... Tu parlais de mise en scène tout à l'heure, Rosalie, mais c'est ça. Elle a pris son corps et elle s'est mise en scène. Et c'est là que s'installe l'extrême violence. C'est pas nécessairement dans l'histoire que je décris. C'est dans la réalité, puis 2, dans l'imaginaire de cet enfant-là, qui n'en est pas une, parce que c'est une femme de 36 ans qui fait croire que c'est une enfant battue, violée de 12 ans, et on y croit, parce que j'avais 6 heures d'images vidéo je les avais chez moi, et puis j'y croyais. Là, à partir du moment où j'entrais dans une objectivité qui est nécessaire à l'écriture, j'étais capable de croire que cette femme-là, ou cet enfant-là, avait 12 ans, 19 ans. Donc, elle s'est mise en scène dans sa propre maladie mentale, mais à quelque part, il faut être excessivement intelligente pour en arriver à ça. Et c'est là que j'ai pas compris encore, en fait, que je m'interroge encore. Et pour moi, l'extrême violence, c'est là. C'est dans l'imaginaire de cet enfant-là. Oui, dans son imaginaire, en fait, moi, ce qui m'a totalement glacé, puis en fait, je ne sais pas si tu en es rendu compte à l'écriture, mais il y a une espèce de constat, d'une certaine façon, c'est-à-dire à partir du moment où le mensonge s'étiole, ce qui est révélé derrière, c'est-à-dire pour aller à ces extrémités-là, c'est-à-dire que la Maëlle révélée, en fait, n'a pas moins besoin d'aide que la Maëlle inventée, sauf qu'elle est inaimable et inaidable. Donc, il y a un moment, il faut juste s'en détacher et d'une certaine façon, l'abandonner parce qu'il faut se sauver soi-même, parce que cette violence-là est juste incompréhensible et ingérable. En fait, tu es en train de répéter les paroles de Judith. C'est-à-dire que Judith, c'est quand elle m'a approchée dans la vie réelle, là, c'est exactement ce qu'elle m'a dit. J'ai besoin de comprendre parce que il y a quelque chose qui s'explique pas et j'en suis arrivée à ne... J'ai tellement aimé et j'en suis arrivée à ne plus aimer. Une personne, justement, qui est devenue inaimable, mais quasi monstrueuse aussi. Et puis, alors que c'est la tête là, qui est monstrueuse. Sauf que moi, bizarrement... là, on va rentrer, c'est un petit peu rose bonbon ce que je vais dire, mais si je l'avais retrouvée, je l'aurais bercée encore. Moi, je l'aimais encore. Donc, c'est une question qui est subjective, mais clairement, je n'ai pas vécu au cœur de cette histoire-là. Dieu soit loué. Oui, parce qu'on voit bien sûr l'espèce de poids que ça fait subir à Judith. Puis bien sûr, d'une certaine façon, il y a un cauchemar encore plus grand, parce que quand moi un de mes passages préférés du livre, c'est justement quand le jeu de Maëlle révèle ce qu'elle n'a pas vécu, mais ce dont elle ne se rappelle pas. C'est-à-dire, elle n'a pas de vraie histoire. Elle dit, bien sûr, pour vivre dans un imaginaire comme ça, j'ai dû vivre un certain nombre de choses, mais il n'y a jamais personne qui a été capable de faire remonter ça à la surface. Donc, elle n'est que blocage. Et l'espèce d'imaginaire qui est en dessous, là, on est encore carrément dans cette espèce de boîte de Pandore psychique. En fait, elle n'est pas capable d'accéder à la vérité, qui est probablement encore plus terrible que son espèce de film d'horreur des années 80. C'est là où l'intelligence est un peu biaisée, parce qu'elle est capable de s'inventer une histoire qui ne se décrit pas, complètement inexplicable, mais elle est incapable, donc l'intelligence émotive est biaisée. Là, l'intelligence intellectuelle est exacerbée parce que émotivement, c'est impossible d'aller voir précisément qu'est-ce qui a provoqué cet événement-là, parce que dans un mois, c'est une famille, mais c'était la troisième qu'elle prenait, là, avec le même... Donc, il y a une grosse différence pour Maëlle entre l'intelligence émotive et intellectuelle. Elle intellectualise tout, mais quand vient le temps de raconter ce qui va se passer dans sa propre vie, c'est impossible. Parce que dans la réalité, Judith a beaucoup essayé à un moment donné avant de la mettre dehors. Là. Voilà. En effet. Merci. On va revenir. Jean-Simon, je te cite. J'aime toujours ça, te citer.
Vous aviez cru que l'âge vous épargnerait les sévices sexuels, ce fut pire. Ils vous ont gardé pour les 100 grades, la case de terre sèche garde une odeur de viande faisandée, la poussière colle à la sueur de votre peau. Ils vous tueront, vous en avez la conviction, vos poignets restent liés à un poteau par un fil électrique dégainé. Ils vous tripotent, vous pénètrent, engloutissent leurs glands couverts de smegma dans votre bouche, votre vagin, votre anus. Certains urinent sur votre visage. Vous ouvrez la bouche, il n'y a rien d'autre à boire, vous ne ressentez rien, votre conscience s'est retirée de vos sens, vous êtes une stase, une vieille poupée de chair qui attend que la vie se retire. Dans Demain sera sans rêve, ton dernier, j'ai choisi un extrait comme seul toi, c'est les faire. Donc, dans toi, c'est un compliment à double tranchant, mais c'est les meilleurs de toute façon. Donc, dans Demain sera sans rêve, c'est quand même moins évident que dans Le Sablier des solitudes et la canicule des pauvres, mais il y a toujours cette chose chez toi qui apparaît dans l'écriture comme un scandale qui est non seulement la représentation de la sexualité et de la violence, mais la représentation, moi je dirais, des corps nus, et pas non seulement nus au sens de déshabiller, mais bien sûr mis à nu, exposés, etc. Et donc c'est quelque chose qui vraiment traverse ton œuvre, et j'aimerais t'entendre là-dessus, en fait, en termes de réaction que ça a pu susciter, en termes de démarche, en fait. Parce que quelque chose, tu reprends toujours, à mon sens, très, très courageusement, des descriptions qui pourraient, devant des regards, je sais pas, peu informés ou préjugés, être de l'ordre de la pornographie par moment. Et tu le fais dans une certaine répétition, quelque chose qui est assumé. Puis je voudrais savoir d'où ça part, quelle place ça occupe dans ta démarche, qui en est une d'écriture du corps en général, je pense. Oui, c'est peut-être une banalité criarde de résumer ça, une écriture du corps, mais c'est ce que c'est d'abord, et le corps est d'abord un objet nu, qu'on le veuille ou non. Le corps qui m'intéresse est un corps sensible, est un corps qui n'est pas distinct des notions d'intellect, qui n'est pas séparé, où il n'y a pas de dualité avec l'esprit qu'on lui prête. C'est un corps qui se veut total, et qui se veut aussi forcément une forme d'échec. Et autant le corps et le principe même, j'entendais parler toutes les présentations autour de la pornographie, j'arrêtais pas de me répéter différence et répétition, mais devenu lisible, curieusement. Et oui, la pornographie est une façon à mes yeux, de résumer un discours et de le mettre en boîte, alors que je tente simplement de mettre une lumière crue sur un objet nu. Je ne tente pas d'arriver à une forme d'esthétisation. On s'entend, il y a une esthétique, elle est là. Mais je ne cherche pas une forme d'esthétisation, ni une forme, ni de créer un angle moral, ni de créer un angle autre que ce qui est donné, ce qui est présenté. Il est clair qu'en tant qu'auteur, c'est moi qui dirige, et qui braque le regard et qui tient le lecteur pris dans ces situations-là. Mais le pari que je fais en ne laissant que le corps, c'est un pari toujours d'aller vers une lecture de l'empathie. Plus mes recherches se sont développées, c'est très curieux. En faisant un doctorat, je suis arrivé à développer un champ de recherche qui était dans mes intérêts d'écrivain naturellement. On chemine toujours vers notre propre subjectivité, on la détaille et on la décline de manière plus subtile avec le temps. Et ce que j'ai découvert avec l'empathie, c'est que c'est, d'après ce qu'on en sait à l'heure actuelle, c'est probablement un des éléments fondamentaux qui ont permis de concevoir un certain imaginaire de l'échange et de la société à partir du mutualisme. Et à partir du mutualisme, il y a le langage. Donc, pour moi, d'employer le langage pour le ramener strictement au corps, il y a quelque chose d'un retour naturel, d'un retour à un état fondamental qu'on tend à oublier, qui n'est pas nécessairement dans la représentation, mais qui est dans la recherche de l'affect. Et là, peut-être que je me situe au niveau des post-ironiques, mais d'une façon presque involontaire, parce que l'ironie n'est pas absente de ma façon de traiter mes arcs narratifs. Mais je ne suis pas quelqu'un qui recherche à correspondre à un genre donné, ou dire je fais du roman réaliste, ou je fais ceci. Non, je fais un roman, je crée des récits, je fais une littérature qui tente d'éveiller le lecteur sous plusieurs aspects, qui tente d'amener des questionnements. Qu'on soit un lecteur qui, dans un salon du livre, ça peut être très comique. Des fois, j'ai des gens qui arrivent et me disent « Moi, mon meilleur, c'est Denis Monette. »
qui prend mon livre et qui part avec et qui, un an après, revient me voir dans un salon du livre et me fait une lecture, ma foi, plutôt éclairante de ce que j'ai fait. À d'autres moments, il y a des gens qui arrivent là, qui ont deux, trois post-doctorats et qui viennent me faire pratiquement un 4e post-doctorat sur un de mes textes et j'en apprends presque autant qu'eux en même temps. C'est complètement fascinant. Et c'est ce que je cherche à développer, un peu comme le réel dont on est témoin actuellement donne plusieurs niveaux d'interprétation possibles. Je ne crois pas qu'une œuvre littéraire doit être dirigée vers un seul niveau d'interprétation. Nous avions une discussion ce midi à propos de Angot, qui tente de contrôler l'interprétation possible d'une semaine de vacances, alors que moi, je suis dans une démarche complètement opposée. Moi, j'accepte que l'œuvre est un objet dialogique et je tente d'ouvrir les portes au dialogue le plus possible, par plusieurs moyens. Et l'empathie, selon moi, et la recherche d'affect empathique est un des déclencheurs potentiels. Ben, ce qu'il y a de fascinant par rapport à ça, tu parlais de ton rapport au genre, entre autres, c'est que dans Demain sera son rêve, c'est peut-être le moment où tu flirtes de plus près avec un genre. Bien sûr, on est dans l'anticipation à bien des égards, donc si je résume un peu, je les mélange toujours. C'est Marc qui se suicide et reçoit, depuis le futur, parce qu'on a développé cette technologie-là, des mémoires des gens qui l'ont connu. Donc, on a développé une technologie permettant de télécharger des souvenirs dans la tête des mourants, des morts, en fait, de ceux qui ont passé de l'autre côté. Et donc ça m'a fasciné parce que dans les affaires... Bien sûr, le côté science-fictionnel, tu le joues très, très discrètement. Tu n'étais pas en train de te vautrer dans ton monde, en fait. C'est ce qui est souvent le reproche que je fais aux auteurs de science-fiction. Mais il y a quand même deux choses intéressantes. Donc, cette technologie qui devient une espèce de paradis téléchargeable, on en parle presque comme ça à un moment, donc de faire partager l'empathie. Là, on est clairement dans tes thèmes. Donc, on est vraiment dans ce partage de vécu. Et l'autre technologie qui apparaît dans le livre, c'est les nanobodies qui sont là, qui fait que les corps qui nous apparaissent dans le futur, de ce qu'on en comprend, ont des espèces de micro-organismes greffés qui leur permettent de se régénérer, etc. Et donc là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire, d'une part, il y a un dépassement, et ça me fascinait particulièrement venant de toi, il y a une espèce de dépassement de la corporalité au sens strict dans l'avenir que tu inventes. Donc, on peut se télécharger, se refaire une beauté au sens littéral, mais de 30 ou 40 ans en activant nos nanobodies la nuit. Donc, le corps ne se vit plus de la même façon. Et en même temps, on a cette espèce de rapport à la mémoire où, ce qui est fascinant, c'est que ces mémoires-là que reçoit Marc après sa mort sont toutes extrêmement corporelles, justement. C'est-à-dire, les souvenirs, c'est pas des souvenirs de kitsch, de balade à la plage de cette belle journée où tout était parfait. C'est pas des souvenirs ou des grandes perles de sagesse, mais c'est vraiment des moments d'extrême rapport au corps quand on a été violé dans le cas des deux femmes, comme de jalousie sexuelle par moment, de conscience extrême du corps pour celle qui est astronaute, qui a été dans l'espace. Donc, cette mémoire-là, également, est essentiellement corporelle. Oui, tout à fait. L'idée de départ, c'était que le personnage, dès les premiers 4-5 premiers fragments du roman, se fait le geste de violence ultime et se retrouve à être pénétré littéralement par des souvenirs, mais des souvenirs de corporéité. Et là, ça venait un peu j'ai des intérêts à peu près en tout. C'est un des grands drames de ma vie, c'est de tenter d'en faire une synthèse à travers des livres parfois. Et j'ai cherché à comprendre la notion même de qu'est-ce qu'un souvenir. Proust le fait bien avant moi d'une façon tout à fait excellente. À partir d'une Madeleine, ils l'ont fait, d'autres personnes, je crois qu'ils l'ont fait à partir d'une mes croquettes, mais tu me corrigeras. Pas familier. Mais c'est l'idée que le souvenir est à la base quelque chose de fondamentalement émotif, mais une émotion comme on l'entend à l'heure actuelle dans la compréhension des émotions, des sentiments qu'on peut avoir à travers les sciences cognitives de seconde génération, qui sont très proches comme je revenais à Spinoza ce matin, qui sont très proches de Spinoza, c'est-à-dire d'un appétit. Autant on peut avoir l'appétit de quelque chose, on développe le désir de prendre une pomme, par exemple. Mais l'appétit est un appétit. Il est là, il ne relève pas d'une forme de contrôle ou quoi que ce soit. Le souvenir déclenché
l'enregistrement d'un souvenir, plutôt l'enregistrement, la création d'un souvenir, on crée nos mémoires. L'écriture d'un souvenir se fait à partir d'une émotion qui est brute. Et c'est littéralement ça qui assaille Marc. L'expérience qu'il vit, le seul terme que j'ai pu trouver, c'est hétérophénoménologique, qui, soit dit en passant, en adverbe, fait un mot de 26 lettres, très payant. J'aurais tellement aimé qu'il en fasse 27 pour appeler Larousse, mais je n'ai pas eu l'occasion. Et à travers ces expériences hétérophénoménologiques, ce qu'on découvre et ce que moi je cherche à faire, parce qu'il y a quand même un agenda ontologique derrière ma démarche, c'est l'idée que le corps, l'esprit, ses souvenirs, la mémoire, tout cela n'est qu'une seule et même chose, et qu'on ne peut pas tracer de lignes, on ne peut pas compartimenter ce qu'est l'être humain à partir d'un fragment d'expérience. Et c'est pour ça que la forme du fragment a été employée. C'est un récit de flux continu, mais qui opère par fragments. Et c'est un peu de la manière dont on croit que l'esprit fonctionne aussi. On parlait, juste revenir là-dessus, parce que c'était un peu le sens de ma première question, mais j'y retourne parce que je suis impitoyable. Mais le rapport à la pornographie, directement, c'est-à-dire, tu parlais d'Angot qui contrôle le sens dans ce cas-là et qui interdit autant certaines représentations, certaines interprétations que certains effets, littéralement, dans ce qu'elle fait. Dans La Canicule, comme dans Le Sablier, et dans une moindre mesure, Demain sera sans rêve. C'est-à-dire, pour moi, ce que je me suis toujours posé comme question, c'était ton rapport avec ça. C'est-à-dire, comment t'acceptais, tu revisites souvent dans ces rapports-là des tropes qui, par la force des choses, sont ceux de la pornographie, souvent. Et comment tu travailles à partir de ce moment-là? C'est-à-dire, comment tu t'attelles à la tâche, sachant que tu es en train de passer... tu es entre deux choix. La plupart des gens vont faire le choix donc de délaisser la représentation pornographique, mais pour un lyrisme mou ou de la terre qui tremble pour faire du mauvais Hemingway 50 ans plus tard. Donc, bien sûr, tu ne vas pas là. Tu ne vas pas dans l'occultation non plus. Et donc, tu affrontes assez frontalement cette question-là. Donc, on va représenter, quitte à ce que le fantôme pornographique soit là. Donc, comment tu exorcises le fantôme pornographique, si tu l'exorcises tout court? Non, je ne vais pas l'exorciser parce que la lumière que je braque est toujours d'une intensité similaire. Je ne fais pas de la photographie fine à travers mes textes. J'éclaire d'une lumière crue, qu'on prenne une bouteille comme ça et que j'en fasse la description pour des raisons X, Y ou Z et que je décrive la même chose mais qu'il soit une scène de triple pénétration, par exemple. Si le récit en sort gagnant et si le sens que je crée est probant, la lumière qui va l'éclairer va rester la même. Est-ce que c'est une lumière pornographique maintenant? Je ne crois pas. Je crois que la lumière crue, n'importe qui a pris une marche à midi, en plein jour d'été ou en plein hiver, on a vécu une lumière crue. On plisse les yeux, parfois. Mais moi, j'essaie de garder les yeux les plus ouverts possible. Parfois, oui, ça peut faire sciller, ça peut faire froid dans le dos à certains, mais tant pis. Entendu. Je vais prendre ça comme réponse. Je vais juste réactiver ma machine pour parler du roman d'Audrey, surtout le dernier. Donc, je vais lire deux passages dans ton cas parce que il y en a un que je ne peux pas m'empêcher de lire qui est plus court. Je m'étais épris de la manière naturelle qu'elle avait de décrire ses désirs et j'aimais le personnage qu'elle m'avait construit. Je n'étais encore qu'un enfant, assez peu dégourdi, mais à travers ses mots, j'apparaissais adroit et supérieur. J'ai envie d'être cet homme qu'elle avait imaginé. Elle posait sur moi un regard de femme comme aucune ne le faisait encore. J'adorais sa façon de me raconter en ogre raffiné. Je mangeais de la viande crue, c'est vrai, mais pas mieux que mes frères ne mangeaient leur caille. Et je n'avais pas cette prestance ténébreuse qu'elle m'avait inventée. Donc, l'autre que j'aime beaucoup, qui arrive au tout début, donc c'est cette idée c'est qui la première? C'est... Mercredi, Fugère. Le ver laboure la terre qui fait pousser le maïs, qui nourrit la poule, qui nourrit le renard, qui donne la fourrure que le pauvre utilise pour faire le manteau du riche. Personne ne mange le riche, personne ne mangera jamais Féléor, Barthélemy, Rue. C'est Rue, hein, faut dire. Bon. Donc, les sangs qui s'impose assez vite comme une espèce de, c'est toi qui vas me le dire, en fait, de relecture, revisitation, réinterprétation, un peu de la légende de Barbe Bleue, à bien des égards. Donc, on a l'impression d'avoir un Barbe Bleue, non pas contemporain, parce qu'on est dans une espèce de temps flottant à bien des égards, mais donc de Barbe Bleue, relue Barbe Bleue singulièrement
non pas dégriffé, je dirais, mais qui a une histoire assez différente, donc qui ne s'impose pas comme la figure du conte, comme un ogre fait, mais on a l'impression de lire... Il y a un moment, j'avais intitulé mes notes « Comment devenir un ogre », littéralement, et bien sûr, le parti que tu prends dans les sens, c'est de faire de cet ogre-là quelqu'un qui va être formé, littéralement, par ses 7 épouses successives, qui appelle l'ogre en lui à bien des égards. Donc ça, j'aimerais que tu me parles un peu du fonctionnement de ce texte-là par rapport à ça. Ben, comme on avait, les 7 voix de femmes, il y avait une idée de progression, une idée de formation qui était évidemment présente pour arriver à créer un meurtrier qui finalement n'était pas nécessairement prédestiné à être un meurtrier. Oui. Il a été amené par la force des choses, en gros, et n'est qu'un véritable meurtrier qu'à la toute fin, Oui. finalement. Même s'il a tué 5 femmes sur 7, 4 femmes sur 7, il reste qui n'est qu'un meurtrier que pour la dernière. Il y avait donc une espèce de structure narrative. Ça a été... les femmes n'ont pas été écrites dans l'ordre où elles apparaissent. Ça a été clairsemé pendant 3 ans de temps, mais les 2 premières et les 2 dernières avaient une fonction narrative qui était dans la progression de l'histoire. Tandis que les 3 centrales, qui, à mes yeux, sont les plus réussies, pour elles, je pouvais faire n'importe quoi. Parce que je savais qu'il fallait qu'il les tue, puis qu'elle lui demande d'être tuée. Donc, en gros, elles n'avaient pas ce rôle progressif-là, mais donc, oui, il y avait l'idée de construire un meurtrier pour qu'il en arrive, finalement, à tuer sans consentement. J'aime beaucoup la structure. Tu le parles, donc il y a les 7 épouses, mais bien sûr, il y a 7 épouses et 7 retours de Féléor lui-même sur les journaux, parce que bien sûr, là, il y a toute la question, on y reviendra dans le cas de tout le monde, mais il y a toute la question de l'écriture. Et dans ce cas-ci, l'écriture va de voulu à forcer, mais bien sûr, ce qui nous est donné à lire, ce sont les journaux successifs des épouses de Féléor, qui elles-mêmes se les ont passés. Certaines ont lu, certaines n'ont pas lu, ça dépend. Et lui-même revient là-dessus. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé au début, tu dis les premières sont les plus réussies, mais ce qui m'a beaucoup frappé au début, c'est l'aspect dialogique. Comment, d'une certaine façon, tu vas prendre beaucoup de temps à rendre ton ogre terrible après qu'il ait été très, très longtemps dérisoire. C'est-à-dire le premier journal de mercredi, elle le rêve, bon, comme je lisais dans le passage, donc elle le rêve grand, ténébreux, ogre, alors que lui est encore un enfant qui est traumatisé de la voir mourir accidentellement, finalement. La deuxième Constance est une espèce de... Drogué. Oui, bon, donc, mais ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc, cette idée qu'on a le journal de Constance qui raconte qu'en faisant l'expérience d'opiacé et en laissant Féléor la pilonner littéralement pendant qu'elle est inconsciente, elle vit des expériences extraordinaires, alors que ce que le passage de Féléor révèle, c'est qu'il se passe à peu près rien, en fait, qu'elle se drogue et qu'elle tombe sans connaissance, puis que lui, plus ou moins, intervient à peu près peu. Donc, on a vraiment cette espèce de dérision. Et je me demandais si le mouvement, d'une certaine façon, était voulu dans cette idée de comment devenir un ogre, justement, qu'on ait cette espèce de progression où, finalement, quand il en tue une véritablement, comme un monstre, littéralement, il en tue 2 à la fois. Et c'est un geste abject à ce moment-là. Oui. Ben là, je vois comme 2 éléments Oui. différents. Il y a la question de la contradiction entre les journaux des femmes et Oui. ses écrits à lui sur elle, qui m'intéressait parce que, finalement, j'ai l'impression que j'ai voulu mettre en scène des personnages qui se rencontrent jamais. Oui. C'est 7 femmes qui sont amoureuses d'une image qu'elles se sont faites d'un homme qui est pas ça, et lui est amoureux de son reflet dans les yeux de ces femmes-là. Ce qu'il aime, c'est se lire en ogre. Oui. Donc, finalement, c'est des gens qui sont amoureux d'eux-mêmes à travers le regard de l'autre. Donc, il y avait ça. Oui. Puis, la question du dernier meurtre, il est à la fois abject et, à mes yeux, très attendrissant. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais oui, à partir de ce moment-là, toutes les voies sont possibles. Est-ce qu'il va arrêter de tuer? Est-ce qu'il ne va plus jamais se remarier? Ou au contraire, là, il va commencer à être le meurtrier du Barbe Bleue Oui. final et tuer des femmes en série?
la fin est ouverte. À partir de là, il est devenu le monstre que toutes les autres femmes ont imaginé qu'il était déjà. Oui, mais ça, il y a quelque chose, il me semble, dans la légende originale, on ne sait pas combien de femmes a Il y en Barbe a Bleue. 7. Ben, Oui? ça dépend des contes, OK, en OK. fait. Ça dépend des versions, mais globalement, dans l'absolu, il y en a 7. Ah non, c'est pas vrai ce que je dis là. Il y en a 9. On avait décidé que 9, c'était un peu trop. C'est qu'on a demandé, Vous avez coupé ben, des épouses au montage. Ben non, mais dans la conception, ils n'ont pas été écrits. OK. Mais, 9, ça commençait à faire beaucoup de variations. Là. Donc, oui. Non, et j'étais particulièrement, non pas étonné, mais il y avait un moment, c'est-à-dire je me demandais si comment on allait rejoindre la légende d'une certaine façon, s'il allait avoir Anne, ma sœur Anne et les frères. Et bien sûr, tu t'arrêtes avant ça, à un moment où, on y reviendra chez tout le monde, mais il y a cette question de l'écriture et de la violence même de raconter, en fait. Et tu finis sur quelque chose à la fois de très ambigu, c'est-à-dire la dernière épouse qu'on voit, Marie, est celle qui lit toutes les autres, imite toutes les autres. Et quand je parlais du meurtre très bouleversant, c'est bien sûr l'idée que quand elle finit par réussir à imiter Lotta, il y a beaucoup de monde avec des noms bizarres. Ouais. Donc, quand elle finit par réussir à imiter Lotta, qui était celle inimitable que Féléor a tuée malgré lui, en fait, par accident, c'est là ce qui me semble terrible, c'est-à-dire que c'est là qu'il la tue, elle, et tue Marie en même temps. Et là, on a toutes ces réécritures. Donc, on sait que Marie relisait les autres, imitait les autres. Et à la fin, on a vraiment, littéralement, Féléor qui s'assoit pour écrire. Puis en même temps, il y a une espèce de boucle réflexive là-dedans. Mais on n'a pas l'impression, à moins que je me trompe, que c'est décisif, que tu es en train de nous dire que le livre qu'on a lu est le livre de Féléor. Et je me demandais, sans que tu m'éclaires là-dessus, comment tu faisais fonctionner cette espèce d'ambivalence-là par rapport aux écritures successives? Bien, en partant, il y a la question de l'écriture dans le cadre du sadomasochisme qui est présente déjà. C'est des relations qui ne sont pas systématiquement sadomasochistes. C'est des relations qui, certaines, l'écriture est imposée, d'autres, elle est volontaire. Après ça, la fin est équivoque puisqu'on sait. Il n'y a pas de réponse, j'en ai pas de réponse. Non, je sais, j'en veux pas. Ça peut être lui qui a tout écrit. Ouais. Ça peut être Mercredi qui a tout écrit au départ en s'imaginant être toutes ces femmes. Ça peut être Marie qui reprend ces mythes-là en se déguisant. Il n'y a pas moyen de savoir exactement qui est quoi, qu'est-ce qui s'est passé pour vrai. En l'écrivant, moi, j'avais besoin de le prendre littéralement parce que c'est ces femmes-là qui ont écrit, parce que, ne serait-ce que pour les concevoir, ça me prenait une réalité quelconque. Mais l'idée de cette fin-là reste, à la limite, déjà, la fiction est mise en scène à l'intérieur du texte, avec Mercredi notamment, qui raconte un journal complet de mensonges. Mais est-ce que, finalement, le tout n'est pas juste une histoire? Oui. Cette question-là m'intéressait, puis je trouvais que c'était une bonne façon de finir. Oui, non, mais de toute façon, je pense que ça fait partie ça fait partie de ce qui rend le texte lisible à bien des égards, c'est-à-dire que lisible au sens, malgré ses aspérités, son caractère choquant, cette idée qu'on est devant une construction qui est essentiellement langagière à bien des égards. Je me demandais, le spectre du divin marquis qu'on évoquait tout à l'heure plane avec quelle pesanteur sur ce texte-là? En fait, l'objectif derrière, parce que c'est un texte qui ne prend pas parti, qui reste très amoral, qui présente des choses aberrantes et un peu absurdes, mais qui ne prend pas parti. Et ce que j'ai voulu faire, je ne sais pas si ça a fonctionné, mais c'est aussi d'amener tout le monde, tous les lecteurs, à se confronter à des pulsions qu'ils ne veulent pas voir, mais qu'ils ont. Puis j'ai eu des réactions de journalistes qui m'ont écrit « Écoutez, votre roman, j'aimerais ça vous rencontrer, votre roman, je ne l'ai pas vraiment, je ne peux pas vous dire que je l'ai aimé parce qu'il m'a trop dérangé, il m'a montré des morceaux de moi que je ne voulais pas voir. Moi, j'étais aux anges. Je veux dire, si mon roman réussit à faire ça, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Et la discussion après, c'est ça, c'est que le cerveau, finalement, mon cerveau sait que ce qui est écrit là n'a pas de bon sens, mais en même temps, j'ai une réaction physique, une fascination pour toute la perversion qui est mise en scène. Et
Et en somme, c'est ce que je voulais faire. Donc, voilà. Je ne me souviens plus si ça répond. Oui, ça répond.